nous allons appeler dans pas longtemps Joan Pere Tardiu. En Joan Pere Tardiu és del Lot i Garona, me sembla, i és un poeta en llengua d'oc. Abans de que ens vingui a dir el que ell ens vol dir avui del seu Jordi Pere Cerdà, li hem preparat també un vídeo, un petit vídeo. És una entrevista feta a la ràdio, a Ràdio Bergerac. C'est la fête poétique sur Bergerac 95, Annie Delperrier, Catherine Guigry, avec aujourd'hui deux invités, Bernard Lesfargue et le poète catalan Jordi Pere Cerdà. Bonsoir. Donc historiquement, vous êtes né dans cette langue catalane, on l'a parlé autour de vous, bien que vous soyez de l'autre côté de la frontière. Toute ma famille est du côté français. Dans les vallées du côté français. Justement, il se trouve, c'est tout à fait un hasard, que du côté de ma mère et du côté de mon père, il n'y avait pas d'apport qui vienne de l'autre côté. Je ne le tiens pas pour une supériorité, car je crois qu'aujourd'hui, le tissu social du sud de la France est un tissu à la fois mêlé, mais qui s'est enrichi de ce mélange. Donc je ne le tiens pas du tout pour une supériorité pour moi. Mais à ce moment-là, ça a authentifié quand même mon choix. Parce que vous savez, une frontière, je parle pour les Catalans, par rapport aux Occitans qui, eux, n'ont pas de frontières, qui ont des frontières simplement de langue linguistique départementale ou autre, et qui forment 17 départements dans le sud de la France. Pour nous, notre faiblesse, c'était d'être peu. Et de ne pas réussir à authentifier la quête que nous faisions de redonner à la langue orale, sa valeur. Bon, je vais essayer donc de situer un peu ma découverte, ma rencontre, il n'y en a eu qu'une avec Jordi Pere Cerdà, ou plutôt il y en a eu beaucoup de rencontres, puisque j'ai découvert son œuvre assez tôt, et en liaison avec la poésie, l'écriture en occitan, qui était un petit peu l'univers dans lequel je baignais depuis la fin de mon adolescence, puisque j'avais rejoint dès 18 ans le docteur Ismaël Girard, qui avait créé la revue Hoc en 1923. Je l'ai donc rejoint à Toulouse en 1972 et tout de suite, il était clair que ce qui était dans la revue Hoc et les poètes qui gravitaient autour de la revue n'étaient pas uniquement les poètes de Languedoc, mais aussi les poètes catalans. À cette époque, donc par rapport à ce que dit Jordi Pere Cerdà, des poètes du Nord et du Sud. Alors, je voudrais quand même commencer par ma rencontre avec la voix de Jordi Pere Cerdà. J'avais lu cette poésie donc assez jeune, directement en catalan, puisque pour nous, les mots, nous avons les mêmes mots, nous n'avons pas le même accent, mais en gros, une taule est une taule, le pas est le pas, lui, Louis. Donc, c'est à peu près directement compréhensible pour un occitan, et encore plus à l'écrit. Mais justement, ce que je lisais très tôt dans l'œuvre de Jordi Pere Cerdà, c'était quelque chose qui dépassait l'écrit, ou qui était en deçà ou au-delà, dans la voix. Une voix que je n'entendais pas dans les poètes d'Oc, sauf peut-être chez Bernard Mancier, qui m'a demandé d'accompagner à Oc un peu plus tard. Mais une voix avec cette force dans une langue qui était quelque part aussi très très proche de la mienne, ça je ne l'avais jamais entendu. Et ce peu que j'ai vu à cette époque déjà des portraits de Jordi Pere Cerdà, des photographies, mais je ne m'étais pas rendu compte quand même d'une chose que j'ai découverte au château de Castries, près de Montpellier, en 2001, lors d'une rencontre qui avait été suscitée par la région et par la revue Jour, une rencontre qui accueillait des poètes occitans et de quelques environs. Et parmi ces poètes,
Alors il y avait Lafont, Robert Lafont pour les Occitans, Philippe Gardy, Mancier, je crois, y était aussi, et d'autres pointures. Il y avait Jordi Pérez Cerdà, c'est-à-dire quelqu'un dont je connaissais quelques poèmes, dont j'avais entendu, croyais-je, la voix. Mais là, Jordi Pérez Cerdà, ce visage taillé à la serpe, c'est cette sorte de colosse qui lit sa poésie, plutôt qui lit sa poésie, qui incarne sa poésie à un point qui m'a littéralement laissé stupéfait, mais qui correspondait à ce que j'avais bien cru entendre avant. Et la force, l'envergure, l'originalité aussi, le fait de partir d'une réalité, d'une Cerdagne si puissamment là, dans sa présence minérale, et en même temps cette force qu'a évoqué Jean-Baptiste Parent, en montrant combien cela pouvait tendre à l'universel, pratiquement dans chaque mot qu'il disait, eh bien, ça a été pour moi une sorte de révélation. Et je crois qu'il a lu, je n'en suis pas sûr, mais il a lu plusieurs poèmes, et il y en a un en particulier qui pour moi incarne cette voix. Alors, ce n'est pas un poème de la Cerdagne, ce n'est pas un poème de la montagne, des hautes terres, c'est la Catalunya al Cap de Creus. Donc, nous sommes sur un rivage marin, et pourtant, ce poème me semble largement une métaphore peut-être de la poésie, peut-être de la Catalogne, en tout cas quelque chose qui représente la force de la voix de Jordi Pérez Cerdà et l'émotion aussi. Escolta el crit d'una gavina submergida dins la nit. J'écoute le cri d'une mouette engloutie par la nuit. Viva, però sepultada, amb els pros grisos dels seus ulls, lluny de sal sota l'onada. Quina existència soterrada baixa les rieres del silenci. Astre ert, feixuc d'ombres, la màscara de pedra li donen parlar d'estatua. Cercant un crepuscle de platges per alçar el marbre del seu tors, un anel de primera infància perllonga el seu destí d'ésser arbre sec i tanyut damunt la sorra d'un horitzó sagnant de flamarades. Je ne vais pas le traduire, je ne pratique peut-être pas très bien le catalan, mais il me semble que la force de la poésie de Cerdà est là, et donc j'en avais eu un choc physique dans sa voix directement. Alors, en 2008, Jordi Pérez Cerdà, que je n'avais rencontré qu'une fois et qui ne se souvenait pas de moi, a tenu à m'envoyer une lettre de plusieurs pages où il a mis en relief ce qu'avait été l'importance pour lui de Montpellier et des Occitans. Et alors, je vais essayer d'être bref, mais je fais cette intervention en raison des circonstances que vous connaissez aujourd'hui. Donc nous sommes au mois d'octobre. Et il se trouve que je n'aurais pas pu je n'aurais pas pu situer cette lettre de la même façon au mois de mars, parce que depuis, il y a eu dans ZOC, dans l'avant-dernier numéro sur Montpellier, un article très important sur Montpellier et Joseph-Sébastien Bos de Thérèse Dalmau, ici présente, et un article qui modifie évidemment ma présentation de ce soir, de Maria Grau sur Jordi Pérez Cerdà et Montpellier. Et là, elle a plus de renseignements que moi sur le fait que Montpellier et Cerdà, je passerai pour la première occasion de rencontre avec Montpellier, qui est le vol d'un livre de Kant, que révèle Maria Grau, de la part de Jordi Pérez Cerdà. Ça paraît une première rencontre et c'est très important. Mais la deuxième, c'est une rencontre de Montpellier qui se fait, dit Maria Grau, à Perpignan.
En fait, à Perpignan, en 1951, il n'y a guère que des poètes, à la bataille du livre, il n'y a guère que des poètes occitans. Alors il y a Lafont, etc., catalan, et puis il y a Cerda qui est invité. Et ça part un petit peu de là, sa rencontre avec Lafont et l'importance qu'aura ensuite qu'auront les Occitans pour lui. Et donc, Maria Grau situe tout ça de façon précieuse du point de vue historique, et elle confirme, alors là je situe ce que j'ai à dire pour finir aujourd'hui, dans le cadre de ce qu'elle dit, c'est-à-dire l'importance des Occitans, de la rencontre avec Montpellier, avec les Occitans, pour Jordi Père Cerda. Donc à la suite d'un article où j'ai essayé de dire pour moi l'importance de cette voix, la singularité et surtout la force partout, mue par le désir originel, je dis quelque part, c'est-à-dire ça ne me paraît pas venir d'autre chose que de profondeur de la poésie au sens où il y va de l'être même de l'homme, quoi. Eh bien, donc je ne vais pas tout vous lire, mais Jordi Père Cerda a tenu à m'écrire 3 ou 4 pages pour faire le point sur, je ne dirais pas sur sa vie, mais sur ce qu'il devait aux Occitans, et qu'il recoupe tout à fait ce que dit Maria Grau, et ce qu'il dit lui-même dans Finestral al Capvespre, mais de façon moins étendue, si vous voulez, dans la mesure où, alors, en fait, pour comprendre ce qu'il dit et le fait que, pour lui, cette rencontre avec les Occitans à l'origine a été pour lui la possibilité d'avoir droit à la parole, de révéler sa voix poétique et de se situer dans un champ qui était un champ culturel et non pas un champ politique. Sachant qu'évidemment, si quelqu'un prend parti et si quelqu'un est un poète ancré dans la société avec une voix civique et responsable, c'est bien Cerda. Mais les inscriptions politiques qui vont suivre et qui lui plaisent moins, notamment en Catalogne, alors je ne vais pas faire le bilan, c'est pas à moi de le faire, sur l'action en Catalogne du catalanisme ici à la suite de Cerda et puisqu'il viendra, mais Cerda s'attache à montrer que pour lui, c'est culturellement ce combat qu'il a mené et qui le situait à côté des Occitans, et qui a même inclus sa rupture avec Lafont, Robert Lafont, qui lui est allé vers un combat beaucoup plus politique. Alors ça, oui, ça se recoupe, ce que je peux ajouter, moi, c'est que ça se recoupe tout à fait avec ce que j'ai vécu aux côtés de Bernard Mancier et de Félix Castan, c'est-à-dire le choix d'un combat qui ne soit pas un combat politique de surface, mais quelque chose d'inscrit culturellement au plus profond. Mais en fait, pour simplifier, Cerda prend soin d'écrire à la suite d'Altermède et de l'article de présentation de l'Altermède pour dire combien le Montpellier et l'occitanisme avaient compté pour lui dans la révélation de sa voix. Il n'en est pas moins, je vais terminer par là, que, en fait, Jordi Père Cerda doit tout à Jordi Père Cerda. Il est clair que, on l'a senti, je me joins tout à fait à ce que j'ai entendu donc, dans la voix d'Alex Suzanne et de Jean-Baptiste Parra, c'est-à-dire cette idée de l'importance de ce chant de Cerda qu'on va sans doute continuer à entendre dans les autres interventions. Voilà, donc l'Occitanie, oui, il montre bien qu'on ne peut pas en faire abstraction, mais nous lui devons beaucoup. Nous lui devons beaucoup, même si doit ponctuellement, dans ces rencontres, une part de la révélation qu'il a eue, des possibilités de se faire entendre dans sa langue à lui. Voilà. Moltes gràcies per l'atenció i bona nit. Tot és el saber de l'altre és molt important. Penseu que som un país que fa 100 anys quasi no hi havia cap diari que sortia, en de fora d'algunes ciutats no ens arribava. I el diari què és? És la curiositat que entra dins de l'individu. I la curiositat és un lligam que tenim entre nosaltres i els altres. És necessari aquest lligam. És per això que jo sempre he combatut un localisme massa marcat. Perquè el localisme ens lligui finalment el que es passa al nostre vol. I no n'hi ha prou.
ens satisfem del nostre carrer, de la nostra casa, i això no n'hi ha prou. Ja cal que l'home se senti lligat als altres, al món.